La tortue avec la paille dans le nez, tout le monde l'a vu. Ça représente même pas 1% de toute la pollution plastique qu'on a dans les océans. Les gens protègent ce qu'ils aiment, puis ils aiment ce qu'ils sont capables de voir. Il y a peut-être à peu près 10 personnes par année qui vont mourir d'une attaque de requin ou d'un accident. Pendant ce temps-là, nous, les humains, on en tue 100 millions. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. On va se parler dans le blanc des yeux, dans le brun des lunettes, parce qu'il fait trop soleil ici. Excusez-moi. C'est possible. Le voyage que tu veux faire, le tour du monde que tu veux faire, le fait de quitter ta job, partir, explorer le monde, faire un PVT, un permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande, en Australie, vivre ailleurs, travailler ailleurs, vivre une vie remplie de liberté, c'est possible. S'il y a des gens autour de toi qui disent que c'est pas possible, c'est qu'ils sont pas comme toi. Ils sont juste pas comme toi. Parle à du monde qui sont comme toi. J'ai voyagé beaucoup, puis maintenant, ce qui me fait triper, ma mission, c'est de transmettre tout ce que ça m'a appris, puis de te prendre par la main, puis de t'aider à réaliser la vie que tu veux, remplie d'aventures, de liberté. Fait que viens me rejoindre sur mon compte Instagram, la.ruas, R-U-A-S. J'offre des accompagnements voyage où on réalise ensemble tes objectifs de voyage parce que toi puis moi, ben on est pareil. Fait que j'ai vraiment hâte de connecter avec toi. Viens-t'en, je t'attends. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses. Wow! Le podcast qui t'inspire à voyager. C'était une vibe, ton introduction. Donc, c'est le podcast qui t'inspire à voyager avec moi-même, Pascal Ruas, et Charlie Rousseau, ma co-animatrice, amie extraordinaire, partner de voyage, superbe. Merci d'être avec nous pour un autre épisode des Backpackeuses. Saison 2. Ouais, de la saison 2. Merci à You'll Travels, qui est notre agence de voyage préférée, qui organise des voyages en petits groupes de maximum 12 personnes. C'est vraiment une expérience comme si tu voyageais avec ta gang d'amis. Puis c'est vraiment fait pour les backpackers, pour ceux qui veulent de l'aventure. Fait que c'est pas des voyages organisés plates, croisières, chmu-chmu. C'est pas ça, là. Comme, c'est le fun. Puis t'as des expériences locales. Ils sont plugués avec, pour sortir des sentiers battus. Fait que c'est vraiment des expériences authentiques que t'as. Puis t'as vraiment l'impression de voyager avec des amis. Fait que ça vaut super la peine. Ils sont fins, on les adore. you'llgotravels.com. C'est là que tu veux magasiner ton voyage organisé. Et tu as 100 $ de rabais sur n'importe quel voyage avec le code BACKPACK100 que tu mets dans ton formulaire d'inscription. Et si t'es pas encore abonné à Patreon, which you should do right now, avec le lien qui est dans la description de l'épisode, le niveau 2 te donne 150 $ de rabais sur n'importe quel voyage et niveau 3 te donne 200 $ de rabais sur you'llgotravels.com. Merci, You'll D'être là. Ouais. Fidèle. Et aujourd'hui, pour cet épisode exclusivement, on a un autre partenaire fabuleux et c'est Cocooning Love. Donc, les produits que vous pouvez voir à l'écran, si jamais vous êtes en audio, bien, je vous invite à aller en l'écran. Parce que, Puis, Cocooning Love, aujourd'hui, présente notre épisode sous les fonds marins parce que, justement, c'est thématique, étant donné que c'est une entreprise qui fait des produits, notamment, pour la peau, pour les cheveux, des cosmétiques, qui sont bons pour la planète. On aime ça quand c'est bon pour la planète. Oui. On a, par exemple, OK, ici, le shampoing qui est un shampoing sec. Ça, c'est-tu le shampoing sec ou le shampoing normal? Shampoing sec. Puis sérieux, c'est comme les emballages sont trop cute en carton, pas en plastique. So, c'est parfait avec notre épisode où on parle de la conservation des fonds marins aujourd'hui. Ben, tu as fait tellement une bonne job, Charlie. C'est tellement parfait. Également parfait pour voyager. Parce que le shampoing sec ici qu'on a vu est en solide. Tu as le shampoing pour le day-to-day aussi qui est en solide. En fait, tout est en solide. Dans le petit sachet, c'est des revitalisants solides. Fait que je pense que tu as une vingtaine de petits cubes que tu frottes dans tes mains. Puis ça devient la bonne dose parfaite de revitalisant que tu peux emmener en voyage. Et donc, ça fait pas augmenter ta dose de liquide dans ta petite trousse de cosmétiques. Ouais. Moi, ça me fait bien triper parce que c'est ça mon plus grand struggle quand je pars en voyage, c'est-à-dire les liquides. Ouais. Puis aussi, des fois, ça explose dans ton backpack, là, t'en as partout, dans ton linge, tu sais, comme là, tout est solide. Puis ici, t'as un démaquillant solide même, c'est cool, là.
C'est une entreprise québécoise, donc, qui offre des produits véganes, qui sont colorés, qui sont éco-responsables, qui sont naturels aussi. J'essaie de voir si j'oublie rien, mais je pense que j'oublie rien parce que vous pouvez vous rendre sur leur site Internet et profiter d'un code promo. Ouais. On aime ça? De combien? De 20 de rabais. Avec Backpack 20. Ça C'est malade. Hey, 20 c'est bon. Non, mais c'est bon, là. Fait que tu peux commander en ligne, c'est ça? Oui, exactement. Donc, les préparer, faire les préparatifs pour ton prochain voyage, puis les avoir déjà dans ta trousse et dans ton backpack. Puis profiter donc avec Backpack 20 de 20 de rabais sur le site cocooninglove.com. Puis là, aussi, pour terminer, les beaux produits qu'on a devant nous et que Pascalou a dans ses mains sont à remettre, gang. C'est un petit ensemble parfait pour le ou la backpacker. Attends, tu veux dire que je peux pas les garder? Non. C'est chiant. Je sais, on les a même pas ouverts. Puis ça, c'est bergamote et orange sanguine. Puis bergamote, c'est mon parfum. Comme c'est mon huile essentielle bergamote cheveux. C'est parce que l'objectif de Cocooning Love, c'est de faire vivre aux gens des fabuleux moments dans leur quotidien tout en respectant la nature et les autres. Hey, ça va sentir le ciel, cette affaire-là, là. Je vais m'en commander avec le code vraiment, promo. Vous la ressentez peut-être pas à la maison, mais je ressens vraiment pas sa colère, mais sa déception. Ma jalousie. On va dire ça de même. Donc, c'est bien simple. On va vous donner les détails sur nos réseaux sociaux pour pouvoir remporter ce petit kit du voyageur parfait. Donc, qui ne rajoutera pas de... J'ai comme besoin de toucher. Check. Avec mon nom. Fait que rendez-vous sur nos réseaux pour pouvoir te mériter ce super ensemble, super cool, Cocooning Love. Merci beaucoup de commanditer cet épisode. Et de nous offrir le kit parfait du voyageur. De quoi on parle aujourd'hui, Pascalou? Ouais. Fait que là, aujourd'hui, on va parler de conservation des fonds marins. On va parler des océans, avec les changements climatiques. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il reste des coraux? Est-ce qu'il reste des requins? Qu'est-ce qui arrive quand on tue trop de requins? Est-ce qu'on est en train de détruire les océans puis il n'y en aura plus dans 5 ans puis on va tous mourir? Je ressens ta... Non, mais sérieux, c'est ça. Tu sais, c'est important. Puis souvent, quand on commence à voyager en mode backpacker, ben on commence à s'intéresser à la plongée sous-marine, au fond marin. Fait qu'on va parler de ça, de la conservation, mais aussi de plongée, de où tu peux aller faire de la super belle plongée. Fait qu'on reçoit Lynn, qui est vraiment une experte dans son domaine aussi, au Québec. Une excellente vulgarisatrice. Puis tu vas en apprendre beaucoup pendant la prochaine heure. On voulait que ce soit informatif, mais pas plate. Puis Lynn était parfaite. Lynn Morissette, d'ailleurs, elle va donner ses infos à la fin du podcast aussi pour la suivre, mais on la découvre à l'instant. Ouais. Elle a un doctorat, une maîtrise. Elle a un doctorat, une maîtrise. Elle est médiatrice accréditée. C'est vraiment une experte dans son domaine et elle est géniale. On a vraiment aimé l'heure qu'on vient de faire avec elle. Fait que reste à l'écoute. Et puis, l'after show sur Patreon, ça va être sur les certifications de plongée. Je te donne mes conseils, quoi faire, pas faire si tu veux commencer à faire de la plongée. Fait que aussi, abonne-toi à Patreon. Abonne-toi à tout. Reste à l'affût. Merci d'être là, d'ailleurs. Bienvenue, Lynn! Ben, merci de me recevoir! Ben, merci d'être ici au podcast. Aujourd'hui, on est super contente de faire un épisode où on va parler d'océan, de vie sous-marine, de plongée sous-marine. Fait que merci d'être avec nous. Il y a même la petite wave. Ben oui, oui, ben oui, pour l'occasion. Ben oui. Shout out à la casquette à Pascalou. Lynn, t'as un doctorat, t'as aussi une maîtrise en gestion, puis tu es médiatrice accréditée. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, c'est ça! Mais, en fait, tu étudies l'écologie des écosystèmes et tu étudies les mammifères marins. Oui, ben oui. Mais ton titre de médiatrice accréditée, en quoi tu t'en sers, de quelle façon, ça? Ben, en fait, c'est parce que moi, je fais de la conservation, de la protection des océans. Et puis souvent, pour trouver des solutions qui marchent pour protéger les océans, ça oblige à mettre ensemble à la même table des gens qui n'ont pas nécessairement le réflexe de se parler. Des gens, par exemple, de l'industrie qui ont un impact sur les océans, avec des gens qui veulent protéger, par exemple, les baleines. Puis là, trouver comme un terrain d'entente entre les deux sur qu'est-ce qu'on pourrait couper de l'industrie ou moduler de l'industrie pour réduire l'impact environnemental, mais sans que ça tue ces gens-là, dont c'est le gagne-pain aussi. Puis c'est la même médiation, par exemple, que quand on va faire une médiation familiale pour un divorce ou quelque chose comme ça, sauf que c'est appliqué à l'environnement. Puis le but, c'est de trouver les meilleures solutions possibles pour que tout le monde soit gagnant. OK. Ouais. Fait que le but de ce que tu fais, c'est de conserver, d'encourager la conservation des fonds marins. Mm-hmm. Au Québec?
Partout. OK. Oui, bien, au Québec, pour des enjeux d'ici, mais je travaille beaucoup avec des grands animaux qui voyagent. Donc, ça m'amène à les suivre, ce qui n'est pas désagréable. Là. Quel genre de grand animal? Les baleines, par exemple. Okay. Les baleines qu'on a chez nous dans le Saint-Laurent, il y en a plusieurs de ces espèces de baleines qui viennent ici l'été pour s'alimenter, mais qui vont dans le sud l'hiver pour se reproduire. Donc, il faut les suivre. Hein? Donc, on s'en va, on va jusque dans la Caraïbe pour suivre la migration de ces baleines-là, puis voir comment, le long de leur chemin, ils vont être protégés. Parce que, tu sais, si on protège les baleines ici d'une certaine façon, puis on dit, OK, il faut faire attention à ça, les bateaux, les collisions, la pollution, puis que, en changeant de pays, ben ils se trouvent à arriver à des places où les lois, les règlements sont pas pareils, puis que tout est redéfait. Le kilomètre plus loin, ben ça marche pas. Donc, on travaille souvent en collaboration avec plein d'autres pays. Puis ces baleines-là, c'est comme nos ambassadrices pour travailler ensemble parce qu'elles autres, elles font leur chemin. Puis si elles passent par les États-Unis, les Caraïbes, la République dominicaine, ben nous, ça nous force à travailler ensemble et non pas les uns contre les autres pour que ça soit conséquent. Là. Qu'est-ce qu'on fait ici, ça ait du sens ailleurs aussi. C'est quand même cool. C'est très cool, mais c'est cool. Je veux dire, j'aurais pu travailler sur des animaux qui ne migrent pas, mais travailler sur des animaux qui migrent, puis les suivre. Oui, ben, au fond, tu migres avec eux, ben finalement. oui, les suivre l'hiver dans le sud, c'est quand même pas désagréable. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que t'es appelé à voyager beaucoup pour ton travail. Oui. OK. Oui, quand même. OK. Puis est-ce que tu le fais d'un niveau personnel aussi? Bien, c'est drôle parce que quand j'étais petite, avant de faire un choix de carrière, là, je me disais, j'aimerais ça travailler dans le tourisme. Parce que j'avais l'impression que les gens qui travaillent dans le tourisme, ils sont toujours en train de voyager, tu sais, qui vont tester des hôtels à des places pour pouvoir les recommander, puis tout. Puis je pensais vraiment que c'est ça que j'allais faire dans la vie. Puis finalement, ben quand je suis rentrée à l'université, pas pantoute. Puis je me suis rendu compte qu'au final, là, à 40 quelques années, je me rends compte que je voyage probablement autant, sinon plus, que des gens en tourisme, mais pour d'autres raisons. Puis je fais ce que j'aime. Donc, c'est vraiment un 2 pour 1. Parce que c'est ça t'amène à voyager, mais aussi tu participes à la conservation des écosystèmes marins. Fait que, tu sais, c'est... Puis ça fait que souvent, la grande majorité du temps, quand je suis en vacances, je ne voyage pas. Puis je reste chez nous. Puis tu m'occupes de mes chats. T'es dans la Gaspésie, c'est ça? Oui, bien, à la limite entre la Gaspésie puis le Bas-Saint-Laurent, là, à Sainte-Luce-sur-Mer, là, vraiment, la porte de la Gaspésie est à côté. Ouais. Quand tu fais de la plongée, est-ce que c'est... t'en fais au Québec la plupart du temps de la plongée ou ailleurs, comme à l'étranger? J'en ai plus fait... j'ai fait une grosse partie de mes heures de plongée, de mon carnet de plongée a été faite au Québec dans des lacs en Abitibi. Donc, vraiment rien de sexy. Là. C'était vraiment de la plongée scientifique. On était sur un projet de recherche qui regardait le niveau de matière toxique dans les lacs. Donc, c'était vraiment très, très technique. Après, j'ai plongé beaucoup ailleurs, puis très peu chez nous. Mais là, je suis en train de... Bon, j'ai des amis comme Mario Cyr, évidemment, le grand plongeur, là, qui m'influence à essayer de plonger un peu plus souvent chez nous, là, puis mais je plonge plus ailleurs qu'au Québec, à date. OK, ouais. OK. Puis dans notre conversation, quand on s'était parlé au téléphone, rapidement, tu me parlais de Jacques Cousteau. Ben Jacques Cousteau... Qui est-il? Parce que moi, je ne sais pas c'est qui. Jacques Cousteau, ben ça doit être parce que tu es plus jeune que moi. C'est un cinéaste qui était français, puis qui partait dans des expéditions, puis avec sa caméra, ça a été vraiment quelqu'un qui a fait avancer le domaine de la plongée sous-marine, mais de fou. Puis lui, il avait comme une façon de voir les choses qui disait... C'est pas un scientifique, mais il se disait, les gens qui voient ce que je filme sous la surface, ils vont comprendre à quel point c'est beau, puis à ce moment-là, ils vont être capables de protéger l'océan. On peut pas protéger quelque chose qui est invisible. Puis il disait, les gens protègent ce qu'ils aiment, puis ils aiment ce qu'ils sont capables de voir. Puis donc, moi, j'ai grandi avec les films de Cousteau. J'ai grandi sur le bord de la mer, puis j'étais chanceuse ou une privilégiée par rapport aux autres personnes, peut-être plus en ville, qui n'ont pas l'occasion de voir ça, la marée, tout ça. Donc, je voyais déjà plus d'animaux marins que le commun des mortels. Mais Cousteau, lui, nous amenait sous la surface à une époque où la majorité des gens ne faisaient pas de plongée sous-marine, là. Donc, d'être capable de voir ce qui se passe dans la mer Rouge. Il a fait tous les océans du monde, la mer de Cortez, qui appelait l'aquarium de la planète. Ben, ça nous a amené, moi en tout cas, j'ai vu des choses sous-marines à ce moment-là, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est donc bien beau des récifs coralliens, c'est donc bien beau tous ces poissons-là. Puis
évidemment, quand on voit ça, ben on veut pas que ça disparaisse. Donc, l'approche qu'il y avait, ça a vraiment modulé ma façon. Tu sais, oui, j'ai étudié là-dedans, puis on a des techniques officielles, puis des façons de faire, mais moi, j'appelle ça l'approche Cousteau, là. La recette est bien simple, ça marche. On protège ce qu'on aime, on aime ce qu'on connaît. Faites connaître les océans, puis le monde va avoir le goût de les protéger. Bien, c'est pour ça que c'est important de s'informer, puis aussi d'aller voir, c'est ça, tu sais, de le faire, parce qu'après ça, ben, ça se fait naturellement. Tu augmentes ta conscience, puis à quel point c'est important de faire attention aux déchets, à la pollution, aussi à, tu sais, quand tu es sous l'eau, de pas abîmer les coraux ou toutes ces choses-là. Tu deviens plus conscient une fois que tu t'informes. C'est ça qu'on fait aujourd'hui avec toi. Puis une fois que tu vas l'expérimenter. Ben oui. C'est ça. Mais est-ce que d'une certaine façon, tu sais, je veux dire, ça fait plusieurs années que tu travailles dans la conservation des océans. Tu penses qu'on a commencé, les humains en général, on s'est réveillé trop tard parce qu'on a déjà perdu beaucoup d'espèces que dans la vie qui n'existent peut-être plus ou qui existaient dans le passé puis qu'on n'a pas protégé. Là, aujourd'hui, on protège certaines espèces, mais il est trop tard pour les autres d'avant. Moi, écoute, tu parles à un éternel optimiste. Fait que moi, je vois toujours le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide. Je pense qu'on s'est peut-être réveillé trop tard parce que, d'un point de vue scientifique, là, présentement, la capacité des chercheurs à découvrir des nouvelles espèces, à aller dans des endroits toujours plus loin, plus profonds, à des endroits comme inaccessibles, mais présentement, ça va moins vite que la vitesse à laquelle les espèces disparaissent. Fait qu'il y a plein d'espèces marines qu'on verra jamais parce qu'on n'a pas eu le temps de les découvrir puis sont déjà plus là. Mais ceci étant dit, on fait des efforts de conservation qui donnent des histoires de succès. Fait qu'il n'y a pas juste des histoires d'horreur. Il y a des coraux qui vont mieux qu'avant parce qu'on leur a donné une chance. Il y a des espèces qui étaient en voie de disparition qui sont plus en voie de disparition. Évidemment, il y a beaucoup des espèces que c'est l'histoire contraire, là. C'est des espèces qui allaient bien, puis là, il en reste 200, mettons. Mais j'ai entendu parler les phoques. Surtout, comme je pense, île de la Madeleine. Là, maintenant, il y en a comme trop. Parce que apparemment, j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, là, qu'ils seraient trop protégés. Puis là, que c'est comme ça commence à faire un déséquilibre pour l'écosystème, fait que c'est comme un problème. Je sais pas si c'est vrai. À chaque fois que les humains se sont mêlés de la machine de l'écosystème puis qui ont essayé de gérer ça à la place de la nature, ça a toujours donné des résultats plus ou moins efficaces. Puis dans le cas du golfe, là, évidemment, oui, il y a beaucoup de phoques. Il y a beaucoup de phoques du Groenland, puis des phoques gris. Et puis, il y en a beaucoup parce qu'on a arrêté de les chasser. Parce que, Brigitte Bardot, elle n'aimait pas ça. Puis l'image qu'on avait en Europe était vraiment exécrable. Puis en plus, on a tout pêché les grands prédateurs qu'il y avait dans l'écosystème, qui étaient comme des compétiteurs naturels avec les phoques. Là, ils n'ont plus de chasse, puis ils n'ont plus de compétition. Fait que ça va bien pour eux autres. Mais les grands poissons comme la morue, on les a toutes pêchés. Donc, la morue, une grosse morue adulte, là, ça compétitionnait avec un phoque là, dans l'écosystème pour aller chercher de la nourriture. Là, il n'y en a plus. Donc, les phoques qui mangeaient de la morue, maintenant, ils mangent d'autres choses. Eux autres, ils se sont revirés vers d'autres nourritures, puis ça va bien. Mais ils n'ont plus de compétition, puis ils n'ont plus de prédateurs non plus. Donc, mais là, ils commencent à avoir des prédateurs parce qu'il y a de plus en plus de requins blancs qui viennent dans le golfe. Puis les requins blancs, ils viennent ici parce qu'on a un beau garde-manger pour eux autres. Ils mangent beaucoup de phoques. Oui, ils mangent beaucoup de phoques, mais c'est pas les requins qui vont régler tout le problème des phoques, là, mais il y a vraiment un déséquilibre là, présentement. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que l'humain devrait s'en mêler pour justement l'histoire des phoques aux îles de la Madeleine comme dans le Golfe? Là, ce qu'on essaie de faire, je dis mais ce que je vois là qui commence à changer, c'est d'essayer de valoriser le plus possible les produits de chez nous. Il y a des chefs qui utilisent la viande de loup marin, puis c'est pas une espèce en voie de disparition. Donc, si on a des chefs, des cuisiniers qui sont capables de faire des super recettes avec ça, puis qu'on est capable d'utiliser ça comme source de protéines, pour ceux qui mangent des protéines animales, là, évidemment, c'est une super option pour manger local. Mais il y a encore l'espèce d'idée un peu ternie, là, de genre, c'est comme faut pas on va pas manger ça. Mais il y a tout un travail présentement avec des initiatives comme, par exemple, Mange ton Saint-Laurent. Mais ça, c'est, au lieu d'aller chercher puis de manger du poisson-chat du Mekong, il y a plein de poissons qu'on a chez nous qu'on mange pas parce que c'est des super bons poissons, mais on est trop cons pour les manger. On les exporte à
l'étranger. Puis nous, on importe du poisson puis des crevettes du Vietnam. Ben, c'est l'attrait de la nouveauté, de ce qu'on n'a pas. C'est souvent ça, même en voyage aussi. Souvent, on va explorer le monde pour se rendre compte qu'on n'a pas vraiment exploré le Québec ou le Canada. C'est l'attrait de ce qui vient d'ailleurs. Fait que je pense pour la nourriture, c'est la même chose aussi. Ben oui, mais le jour où on va comme remanger plus local au niveau des sources de nourriture, des protéines qu'on a dans nos océans, ben dans le Saint-Laurent, et on va avoir des belles options, là. Mais ça, je te dirais que c'est comme la seule façon acceptable de s'en mêler, parce que le reste, là, aller dire genre, on va abattre des phoques parce qu'il y en a trop. À chaque fois qu'on essaye de jouer à Dieu là, dans l'équilibre de l'écosystème, ça donne jamais des bons résultats. Je comprends. C'est quand même ironique parce que, ben ça, on l'a souvent dit, on s'en va tout le temps vers l'espace, on veut aller voir les autres planètes, on envoie des satellites, des drones, mais dans le fond, on sait même pas qu'est-ce qu'il y a sur notre propre planète dans le fin fond des océans. On n'a rien vu. C'est quoi? J'ai vu un pourcentage, une étude, c'était 12%. Je sais pas si c'est encore accurate, là. C'est encore... je pense que c'est moins que ça. Mais il disait 12% des océans de la Terre, mais on parcourt... découvrir l'espace. Il y a peut-être des extraterrestres dans l'eau. Un n'empêche pas l'autre, là. Au fond, oui, tout est intéressant, ce qu'on est capable d'aller explorer. C'est sûr qu'on déménagera pas notre planète dans le fond des océans, mais que la pollution soit... mais ça donne un feeling de... Les fonds marins, on dirait que t'es sur une autre planète. Ben oui. Ça donne un peu le feeling d'être dans l'espace, dans une galaxie différente. L'inexploré. Ouais. Moi, j'avais peur des fonds marins, avant. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me rendre jusqu'à ce que je fasse de la plongée, là. J'avais vraiment peur de regarder sous l'eau. Ah oui. Puis une fois que je suis passée par-dessus ça, puis que je l'ai fait, je comprenais pas. J'en revenais pas que c'était là, ça existe. Hey, le tout cadeau ce temps-là, que tu t'es fait. Tout ce temps-là que j'avais comme trop peur pour de l'eau, tu sais. Puis, fait que c'est quand une fois que tu passes par-dessus, peut-être une certaine crainte que tu peux avoir de respirer sous l'eau, qu'est-ce que ça peut faire d'être en open water, tu sais, en eau... en eau libre. En eau libre. Ouais. Ben, quand tu passes par-dessus ça, c'est... là, tu viens de découvrir un autre monde complètement, là. T'es comme... OK, j'ai beaucoup plus que juste la planète terrestre à découvrir tout d'un coup, là. Mais c'est ça. Puis c'est sombre, hein, souvent, les fonds marins. Ouais. Fait que je comprends, moi, que ça pouvait te faire peur. Mais c'est quelque chose de... Mais attends, il faut que tu ailles découvrir. vraiment très, très, très profond pour que ce soit sombre. Parce que la lumière, elle persiste. Elle pénètre... tu sais, fait que moi, je me suis jamais rendue... Là où c'est sombre, là. Je pense que... Je sais pas si tu connais à quelle profondeur. Non, c'est pas profondeur humaine, là. C'est genre 200 mètres pour que ça soit très, très sombre. Là, la lumière sous l'eau. Okay. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'en plongée, la lumière, elle va disparaître. Plus tu vas profond, plus tu perds des couleurs. Tu perds le rouge en premier, puis après, tu perds tout dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, là. C'est pour ça qu'on appelle ça le grand bleu, puis qu'à un moment donné, ben on voit juste du bleu plus foncé, du bleu plus pâle, parce que toutes les autres couleurs, ils se rendent pas. On perd le rouge, après ça, l'orange, le jaune, le vert, puis passer certaines profondeurs. Puis c'est pour ça aussi que dans les grandes profondeurs, les poissons, ils vont pas mettre d'énergie à développer des colorations de fou, mais quand on plonge sur des récifs coralliens à genre max 10 mètres, là, on voit toutes sortes d'affaires parce que c'est intéressant, puis on les voit, les couleurs. Le poisson qui est multicolore puis qui vit à 100 mètres de profondeur, aucun impact, là, ces couleurs. C'est clair. J'aimerais ça parce que... moi, comment je peux dire? Ça me frustre, mais en même temps, je comprends. Mais tu sais, quand je vais faire de la plongée, puis il y a des gens qui sont là, soit qui font du snorkeling, on dit plonger en apnée, pour la première fois, ou qui font un discovery dive, fait qu'ils sont pas nécessairement certifiés. Tu sais, les touristes ou backpackers, là, qui vont sous l'eau, puis on leur a jamais dit c'est quoi les bons comportements à avoir pour faire du snorkeling ou de la plongée. Tu sais, c'est frustrant, c'est dommage. Tu sais, pour un site qui est très touristique, ça peut faire en sorte que peut-être dans quelques années, ça n'existera plus, ce site-là, si les coraux, ils se font kicker avec les palmes à chaque jour, ou que les gens qui veulent prendre une pause sont tannés de nager, ils se mettent debout sur un corail dur, parce qu'il y a des coraux qui sont durs parfois, puis tu peux penser que c'est une roche, mais c'est pas une roche. Ou un siège. C'est un type de corail dur. Puis... ben dans certains, je vais parler de l'Asie, là, et ils vont pas nécessairement briefer le bateau avant de laisser les gens aller
dans l'eau. Fait que là, tu vois des gens qui kickent des coraux, qui se mettent debout sur des... Mais les gens s'en foutent aussi, même les étoiles de mer, ils les prennent. Oui, c'est ça, ils sortent de l'eau. Oui. Ou détruisent même les s'il y a des consignes, ils les suivent pas. C'est ça. Fait que non seulement ça fait en sorte que, je veux dire, il y a moins de gens qui vont pouvoir voir la beauté de ce site-là si tout le monde fait ça, mais aussi ça détruit l'écosystème, tu sais. Ben oui. Fait que je sais pas si tu veux parler de... C'est pour quelqu'un, ceux qui nous écoutent qui n'ont pas encore fait de la plongée ou vraiment la plongée en apnée, ce serait quoi les bons comportements à avoir? Ben, la première chose, c'est qu'il y a tout un moment charnière. C'est comme une balance, là. Tu sais, oui, il y a un risque de briser les écosystèmes quand on va en plonger, mais en même temps, le fait d'aller les voir, tu peux faire un gain en conservation parce que la personne qui va avoir vu ça va peut-être être plus éduquée, plus émerveillée ou amenée à vouloir protéger ça. Donc, c'est la même chose pour les baleines. On les dérange quand on va les voir, mais c'est quoi le moins qu'on peut les déranger tout en allant les voir pour avoir un gain, mais sans trop les déranger, tu sais, puis la plongée, c'est la même chose. Ceci étant dit, en plongée, ben le meilleur comportement ou le comportement sur lequel il faut le plus travailler, là, c'est vraiment la flottabilité. Tu sais, pour être sûr de se gérer, là, quand on est soit en apnée ou en plongée, puis je comprends que, tu sais, souvent, c'est des plongées découvertes puis des premières plongées, puis il y a des cours au complet qui se donnent juste sur comment se gérer en flottabilité, puis on ne demande pas aux gens d'être des experts plongeurs, mais... c'est mieux d'être un peu plus loin puis de regarder de haut que d'être dedans puis de tout arracher. Mais je pense que d'avoir la curiosité aussi d'y aller en plongée puis d'observer les choses puis de prendre son temps puis d'être comme de vivre le moment, ça peut avoir plus d'avantages que d'inconvénients. Puis il y en a de plus en plus des gens, c'est pas partout, mais il y en a de plus en plus des compagnies qui vont vraiment briefer les gens avant pour... expliquer, bon, on s'en va voir tel type de récif ou telle espèce, par exemple. Puis moi, j'ai déjà plongé avec des requins-baleines dans la mer de Cortez. Puis, ils nous donnaient les instructions. Puis, j'étais une touriste, là, comme les autres. Là. Puis, je trouvais ça intéressant de voir à quel point ils avaient l'approche. Puis, ils disaient, bon, ce requin-là, on va aller le voir. C'est un privilège, tu sais, qu'on puisse avoir l'accès de si proche. S'il y a on l'y touche pas. Puis s'il y a une personne du groupe qui touche au requin, tout le monde sort de l'eau, puis c'est fini pour tout le monde. Donc ça, c'est une super approche, un peu épeurante, dissuasive. Comme des enfants, là. Mais ça fonctionne. Exact, mais c'est parce que tu veux pas y toucher au requin, puis de gâcher le trip à tout le monde autour. Là. Donc ça marche. Puis juste comme prendre conscience que c'est un privilège, puis d'honorer ça. Tu sais, on n'est pas dans notre élément en plongée, donc c'est nous qui sommes pas à notre place. Il faut arriver là en conquérant, là, comme quelqu'un qui a le droit à tout, là, c'est sûr que c'est pas la bonne attitude. Puis toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à... Ben, peut-être que quelqu'un ne voudrait pas toucher un requin, mais souvent, les gens vont vouloir, comme les petits poissons, toucher aux petits poissons ou toucher aux coraux. Est-ce que c'est correct de faire ça ou c'est vraiment préférable de ne rien toucher du tout? C'est vraiment préférable de rien toucher. Okay. Puis de plonger comme ça. Là. Moi, souvent, là, même moi, c'est sûr que tu as le goût là, de voir une tortue puis il dire allô. En même temps, ça croque une tortue. Moi, j'avais pas le goût particulièrement de la flatter. Oui, mais plonger comme ça avec les bras un peu en prière, là. Pas nécessairement comme ça, mais comme ça, là, moi, je trouve que... Un peu comme croisé, ça nous... On dirait que ça fait comme une bulle zen, puis tu vis encore plus ton moment. Puis là, tu te gères les mains, là. Comme ça, tu peux pas vraiment C'est comme un magasin de vaisselle. Exact. Ou de porcelaine. Tu te gères. Moi, là, non, mais des magasins... genre, je savais pas que tu faisais ça comme magasin. Comment ça s'appelle, là? Là où ils vendent de la vaisselle? Chez Stokes? Stokes, exact, merci. Chez Stokes, moi, je frôle même pas les rangées. Je veux pas. Ben non, mais c'est de la vitre. Imagine, t'accroches une assiette, ça tombe tout. Ça fait tout un dégât. Oui, j'avoue. Non, je pensais que tu parlais parce que tu voulais rien acheter à cause que c'est trop cher. Parce que la porcelaine, c'est cher. Non, je veux pas toucher, en fait, parce que je veux pas briser. Vraiment. Mais, donc, en gros, on est mieux de rien regarder avec les yeux puis de ne laisser... Et souvent, les clubs de plongée, ils disent on ne laisse que des bulles. Donc, tu laisses pas de déchets derrière toi, tu laisses rien qui est plus à sa place, tu laisses juste des bulles. Puis, il n'y a rien d'autre. Est-ce que dans ton day-to-day de conservation, est-ce que les déchets ont une place dans le sens où, justement,
sans dire tu vas pas. Je sais que tu vas pas chercher les déchets toi-même dans le fond de l'eau, mais... Des fois. Oui? OK, oui. Ah, c'est omniprésent, les déchets maintenant. Puis j'ai vu là, la dégradation. Là. Avant, là, on en avait des déchets plastiques un peu. Moi, quand j'étais petite, j'ai grandi sur le bord de la mer, fait que ça, à la plage, il y en avait des trucs de plastique. Surtout que dans le temps, on savait pas que ça deviendrait un problème de même. On recyclait pas. Puis... il y en avait beaucoup, mais il y en a encore tellement. Puis dans l'eau, là, c'est épouvantable la quantité de plastique qu'il y a, puis de déchets dans la mer. Puis ça, c'est une des choses qu'on a le droit de toucher pour les ramasser quand on est en plongée. Mais oui, on en ramasse beaucoup. Il y a plein d'initiatives de plongeurs, puis des compagnies aussi qui vivent de la beauté des écosystèmes marins, comme Sherwood, entre autres, qui fait beaucoup d'équipements de plongée, ont maintenant une sous-compagnie qui s'appelle Sherwood Marine Conservation, qui font que des projets pour protéger l'océan, en partant de l'idée que nous, notre business, ça marche parce que l'océan est beau. Fait que si l'océan devient une poubelle, notre business ne marche plus. Donc, si on veut continuer de vendre du stock de plongée, on peut aussi investir une partie de notre entreprise à protéger les océans. Ça a du sens. Puis c'est comme un espèce d'investissement à long terme. Puis moi, j'aime ça, voir cette pensée-là là, de plusieurs business qui commencent à comprendre que l'océan, c'est pas quelque chose duquel tu peux juste retirer des profits puis des choses puis des produits. Il faut comme que tu protèges ça comme de l'argent. Faut que tu investisses aussi dans le... Comme de l'argent dans un compte de banque, là. Tu peux pas juste comme en prendre. Puis... Faut que tu donnes aussi. Puis, tu sais, on en a beaucoup parlé. Ça, c'était un point que tu voulais aller, mais là, parce que ça me fait penser à ça. Ouais. Les pailles, là, le plastique, tu sais, on est beaucoup dans ça, tu le dis, là, les gens sont davantage sensibilisés au recyclage en général, aux déchets par rapport aux océans. En fait, ça a commencé avec ça, vraiment, mais, les fameuses pailles de tortue, puis les pailles de plastique. Il y a une paille qui a été retrouvée dans le nez d'une tortue. Oui, la tortue avec la paille dans le nez, là, ça a fait le tour. Mais en même temps, ça l'a comme ouvert les yeux à tout le monde parce qu'il fallait comme... qu'il y ait quelque chose de cute qui soit en train de souffrir pour allumer les gens. Fait que ça a servi à ça. Fait que là, on a fait des pailles de carton. Est-ce que ça a vraiment un impact, les pailles de carton? Écoute, les pailles, c'est une excuse. C'est vraiment juste une excuse. Ça représente même pas 1% de toute la pollution plastique qu'on a dans les océans. Par contre, en termes de pouvoir média, ça a marché. Ouais. La tortue avec la paille dans le nez, tout le monde l'a vu, puis tout le monde, à un moment donné, il y avait un trend, là, t'avais ta paille en stainless, puis hey, c'était partout sur Instagram, puis Save the Turtles, puis tu sais, moi, mes filles étaient à fond sur les pailles réutilisables juste parce qu'ils avaient vu la tortue. Donc, ça a marché. Ça a conscientiser les gens. Oui, puis je dis que c'est une excuse dans le sens où c'est une des choses faciles de laquelle on peut se passer. Donc, c'est sûr que si on était en premier lieu parti en croisade contre les ordinateurs ou quelque chose d'autre en plastique qu'on peut pas vraiment remplacer, ben ça aurait pas marché. Mais là, on avait un objet à usage unique qu'on peut facilement remplacer par d'autres choses. Première solution, juste comme boire. Tu sais, je veux dire, la physiologie humaine fait en sorte qu'on est capable de boire un liquide sans avoir un morceau de plastique puis tirer dedans. On n'a pas besoin de ça, mais même quand on a besoin d'une paille, il y a des solutions. Donc, ça a été comme un déclencheur facile. Après ça, les contenants réutilisables, le plastique à usage unique, genre les fourchettes en plastique, tout ça. Mais la paille, là, ça a vraiment été comme l'excuse facile pour starter le bal. Ouais. Est-ce que tu as voyagé en Asie dans des pays comme, par exemple, le Myanmar où le plastique, les déchets, c'est partout. Est-ce que tu as vu ça? Ben, j'ai vu le port de Manille aux Philippines, qui est comme intense, là. Très intense, Puis, parce que toi, ça doit te faire capoter de voir ça alors que tu travailles pour... Oui, bien, c'est ça. Même moi, tu sais, parce que tu as parlé de plastique à usage unique. Puis en Asie, c'est... En fait, parce que c'est plus cher pour eux de se dire, OK, je vais dépenser, je vais dire n'importe quoi, 10 $ pour acheter une grosse bouteille de shampoing. Fait que je vais y aller 30 sous à la fois pour acheter une dose de shampoing dans un petit sachet en plastique. Fait qu'ils achètent tous leurs produits d'hygiène, une dose à la fois, tout en plastique. Fait que, tu sais, c'est ça, ils utilisent beaucoup de produits de plastique à usage unique. Puis je me suis dit, mais on s'en va où? Comment est-ce qu'on arrête ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oui, bien, moi, j'ai voyagé beaucoup. J'ai eu la chance de visiter plein de pays. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que
avoir une conscience environnementale, en quelque sorte, c'est une espèce de luxe. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se soucier de ça parce qu'ils ont d'autres enjeux à gérer qui sont pas mal plus importants, genre, est-ce que mes enfants vont être encore vivants demain matin? Nous, ici, on vit dans une société qui est relativement à l'aise. On fait pas face à aucune situation de guerre ou... puis, on a le luxe de pouvoir dire, genre, ah oui, mais il y a les baleines aussi qu'on pourrait essayer de sauver. Moi, même si je suis une grande, grande défendresse des océans puis de la conservation, bien, j'ai visité des pays où les gens me disaient, mais je veux bien, là, les baleines ou le plastique, mais, tu sais, moi, je sais même pas si je vais être vivante encore la semaine prochaine. Puis ça m'a donné une espèce de leçon d'humilité. Tu sais, avant, je me disais, ah oui, tu sais, je montais aux barricades, puis il faut protéger la planète, puis tout. Oui, c'est super important, mais ça nous rappelle en même temps à quel point on est chanceux de pouvoir se soucier de ça parce qu'on n'a pas besoin de se soucier de notre survie. Donc, tu sais, oui, il y a des places en Asie où c'est épouvantable, le plastique, mais il y a des choix sociaux aussi, puis des contextes sociaux, puis de surpopulation, puis ils vivent pas du tout la même situation qu'ici. Il n'y a pas de bac, là, puis de procédure de compostage, de recyclage, de bac vert, de bac bleu, là, c'est dans la rue. Là. C'est ça. Fait que c'est comme un peu de notre devoir de compenser pour ces gens-là, vu qu'on en a la chance. Puis ça, évidemment, ça demande beaucoup d'empathie. Une chose qui est une denrée rare là, de nos jours, là, mais tu sais, on vit tous sur la même planète. Fait que ceux qui ont la chance de pouvoir faire une différence, ben, il faut pas commencer à compter, genre, ouais, mais là, moi, je fais ça, mais lui, il a pas fait ça. Puis là, c'est ça, des fois, l'excuse des gens ici, dans des pays comme les États-Unis, le Canada, de faire, ben, Vietnam, ils mettent tout dans la rue, pourquoi je commencerais à recycler ma peine de lait? Mais tu sais, tu viens de le dire, il faut compenser un petit peu. Oui. Ouais, puis c'est la vision globale. Puis au bout du compte, on est tous sur la même planète. Là. Puis il n'y a pas de ailleurs avec le plastique. Là. Tous les océans du monde sont interconnectés. Puis on l'a vu, là, des fois, il y a des déchets plastiques de chez nous qu'on retrouve en Angleterre. Moi, j'ai une collègue là, qui fait des beach clean-up comme nous autres ici au Québec. Là. Puis on s'échange souvent de l'information. Puis chez elle, en Angleterre, elle ramasse des étiquettes de pêche. C'est écrit Pêche et Océan Canada dessus. Puis c'est ce qu'on met sur nos casiers de homards puis de crabes. Puis ça part dans l'eau, puis avec les courants, ben ça traverse l'Atlantique, puis ça se ramasse chez eux. Elle a retrouvé un casque de construction d'un travailleur de cette île à un moment donné. Mais, tu sais, fait qu'il n'y a pas de ailleurs. C'est pas comme... Le plastique, il s'en va pas à une place qui n'existe plus. Le continent de plastique dans l'océan Pacifique... Oui, là où tous les courants se rencontrent, là, l'espèce d'île de plastique, là. Oui, bien, tu sais, c'est pas une île qu'on peut mettre les deux pieds dessus, mais c'est comme une soupe de plus en plus concentrée de plastique. Puis là, ça serait facile de dire, genre, ah ouais, mais ça, c'est dans l'océan Pacifique. Pas de problème, c'est pas chez nous. Non, il n'y a pas de ailleurs. C'est comme, là, on l'a décrit très, très bien, mais on vit la même chose ici à plus petite échelle. Puis, dans le Saint-Laurent, on fait face aux mêmes enjeux que ce qu'on voit ailleurs sur la planète, mais dans un contexte différent. Mais nous, les humains, on a comme ce réflexe-là. Je pense que c'est une mesure de protection de se dire, genre, ah oui, mais c'est pas chez nous. Ah, c'est correct, c'est pas dans ma cour, là, c'est beau. Ouais. Même en ville, on se dit, l'océan Atlantique est loin, là, mais l'eau qui coule en face de Montréal, c'est la même qui coule aux îles de la Madeleine. Là. Puis les déchets qui viennent des grands lacs, des grandes villes américaines, ben, ils passent par Montréal, Québec, Rimouski, puis ça va jusqu'aux îles, puis ça va dans l'Atlantique, puis des fois, ça traverse l'Atlantique. Fait que tout le monde est connecté. Puis les déchets de quelqu'un, ça devient le problème de quelqu'un d'autre, et vice-versa. Fait qu'on peut pas être dans notre bulle puis penser qu'on n'a pas d'impact sur les autres. Là. Mais tu sais, on a parlé vite fait des tortues, mais quel impact les déchets ont sur les animaux en général, les requins, les tortues, les animaux que tu suis? Ben, c'est qu'ils les mangent? Il y a plein de sortes d'impacts. Il y en a qui vont les manger. Donc ça, quand ils mangent du plastique, ça prend la place dans l'estomac qu'un aliment pourrait prendre. Donc, c'est des animaux qui ont l'estomac plein puis qui meurent de malnutrition, de famine, parce que leur estomac est plein de choses qui ne leur procurent aucun nutriment. Puis, on s'est posé la question à un moment donné, pourquoi les oiseaux comme les albatros, là, on voit des albatros morts, on ouvre leur estomac, puis il y a des briquets, des crayons, des stylos bics, des capes de plastique, toutes sortes d'affaires. Puis, c'est parce qu'au niveau du comportement, un animal, là,
ça a besoin d'être efficace au niveau de l'énergie. Ils ne vont pas dépenser de l'énergie pour rien. Donc, quand ils voient quelque chose qui est à peu près la longueur d'un petit poisson, la même longueur que leur bouffe préférée, une petite couleur attrayante, puis que ça ne bouge pas, bien, pour eux, c'est un gain. Là. Ils se disent, hey, j'aurais pas besoin de dépenser de l'énergie à pourchasser cette proie-là, puis je vais être capable de la manger. Donc, ils mangent plus de plastique parce qu'ils pensent volontairement faire un bon coup en faisant ça. Puis ils s'en rendent pas compte au goût. Genre, ils mangent pas, là, ils avalent tout rond. Ben non, puis c'est ça. Puis là, ça reste dans leur estomac. Donc, ça, c'est une chose. Sinon, il y a du plastique aussi, des plus gros morceaux dans lesquels les animaux vont rester empêtrés. Les tortues, les mammifères marins, s'ils restent pris dans des filets, ben il faut que ça respire. Ça a des poumons. Là. Une tortue, il faut que ça respire à la surface. Un dauphin, une baleine, il faut que ça respire à la surface. Donc, s'ils sont pris dans un filet, ils meurent noyés. Ben, ils meurent noyés. Ça peut se noyer, les animaux marins. Là. Donc, puis, il y a comme tous ces empêtrements-là qui sont une source de mortalité aussi. Donc, soit ils en mangent, soit ils restent pris dedans. Ou bien, ben c'est les petites particules là, vont se ramasser. La composition chimique du plastique peut donner toutes sortes de maladies aussi parce que c'est des produits chimiques. Là. Ben, c'est ça. Pour les animaux marins qui mangent le plastique, est-ce qu'ils finissent par devenir malades ou même en mourir? Ben, ils vont soit mourir parce qu'ils n'ont pas de nourriture, parce que leur estomac est plein de choses qui ne les nourrissent pas. Ou bien, ils peuvent développer des maladies. Tu sais, mettons que le plastique, il va passer là, son chemin dans le métabolisme de l'animal. Bien, il y a une partie de ça qui est comme absorbée par le système, puis ça peut créer des cancers ou toutes sortes d'affaires. Donc, il y a plusieurs impacts du plastique. Puis là, encore une fois, ça serait facile. Bon, moi, je travaille sur les animaux marins, fait que c'est ça que j'essaie de protéger. Mais ça serait facile de dire genre, ah oui, mais le problème du plastique, c'est la pauvre petite tortue qui a mangé un sac ou qui a une paille dans le nez ou le poisson qui a mangé un morceau de plastique. Mais on les mange, ces poissons-là, après. Ouais. Fait que ça nous revient en pleine face. Oui, c'est ça. Karma. Ouais. Non, mais parce qu'on peut pas dire genre, ah oui, mais c'est pas mon problème. Ouais, c'est dans le Pacifique. Ou, ah, c'est pas mon problème. Tout revient. Ça nous revient tout le temps en pleine face. Fait que on peut pas se déconnecter de l'écosystème. Là. On fait partie de ça. Puis, on a parlé de plongée, mais je sais qu'il y a des gens qui ont déjà plongé, des gens qui n'ont jamais plongé. Moi, j'ai jamais plongé. Là. Personnellement, j'ai juste fait de l'apnée. As-tu des recommandations d'endroits, que ce soit au Canada ou ailleurs, de tes meilleures plongées, de tes meilleures expériences? Overall, le Saint-Laurent, là. C'est ça ton highlight? Ben, c'est un des highlights parce que les gens réalisent pas qu'on a des super beaux écosystèmes ici avec une biodiversité de fou. Il faut pas être frileux ou il faut être équipé pour l'eau froide, mais on n'a rien à envier au récif corallien des Caraïbes, là. C'est beau, c'est coloré là-bas, mais il n'y a pas tant d'espèces que ça. Ici, on plonge aux Escoumins, là. On a des murs de biodiversité, il y a des coraux, il y a des anémones. Les coraux sont colorés? On a des coraux d'eau froide au Québec, au Canada, là, dans l'Atlantique, qu'il n'y a pas nulle part ailleurs sur la planète. Donc, ce n'est pas les mêmes coraux qu'on voit dans les Caraïbes. Souvent, c'est beaucoup plus profond parce qu'ils n'ont pas besoin de la lumière du soleil pour survivre, à la différence des coraux normaux, là. Mais on a ça chez nous. On a une biodiversité qui est incroyable. Fait que ça, c'est comme mon premier highlight. Ne pas penser qu'il faut partir à l'autre bout du monde pour voir quelque chose de beau. Mais sinon, les hotspots là, de biodiversité, Raja Ampat en Asie du Sud-Est, magnifique. En Indonésie. Ah oui, c'est ça. La place sur la planète où il y a le plus d'espèces au kilomètre carré. Donc, c'est vraiment une grosse boîte à surprise d'espèces marines. On a commencé à en parler il y a quelques années de Raja Ampat, si je ne me trompe pas. Là. C'était comme au début, c'était très dispendieux pour y aller parce que justement, c'était pas encore ouvert au tourisme. Puis là, comme ça commence à être de plus en plus accessible. T'es allée, toi, là? Non, moi, je suis pas allée, mais j'ai des amis qui sont allés puis qui ont vu ça. Mais, tu sais, d'un point de vue, je te dirais, biodiversité, là, ça, c'est un endroit extraordinaire. Là où c'est bien aussi, puis que ça serait une de mes recommandations parce qu'il se passe quelque chose à l'heure actuelle, c'est la fameuse Grande Barrière de Corail. Okay. La Grande Barrière de Corail, c'est une des merveilles du monde, là. Et puis,
quand on va là, ben, il y a 2 choses. Premièrement, j'aurais le goût de dire au monde, allez-y avant qu'il n'y en ait plus, parce que les coraux... Est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Ben, ça vaut la peine parce que, d'une part, les coraux sont en train de disparaître à cause des changements climatiques. Donc, c'est pas à cause qu'il y a des plongeurs, là, qui... c'est pas du dérangement de plongeurs. Ouais. Mais... Non, les changements climatiques sont beaucoup plus nocifs que les touristes. plongeurs. Les touristes. Sûr, on va se le dire. Mais il y a des endroits de la Grande Barrière de Corail qui, à l'heure actuelle, en 2024, sont en train de montrer des signes d'augmentation. OK. Puis ça, c'est tellement une belle nouvelle, puis ça fait tellement du bien de voir qu'il y a une affaire sur la planète qui va peut-être bien, puis d'être témoin de ça. Donc, il y a une partie de la Grande Barrière de Corail qui est vraiment en danger, mais il y a des endroits qui sont en train de se reconstruire à force d'avoir voulu les protéger, puis c'est comme live, là, ça se passe, puis ça marche. Donc, ça, c'est beau, je trouve, à aller voir, parce que d'une part, c'est la Grande Barrière de Corail, mais tu sais, juste d'être témoin de quelque chose qui marche, ça fait comme du bien au moral. Mais c'est comme quand, parenthèse, vous souvenez-vous, pendant la pandémie, là, mettons, il y avait beaucoup moins de bateaux, puis tout ça. Là, je me souviens juste des images de la Seine. Je sais pas à quel point tout était vrai, mais il retrouvait sa couleur, la Seine à Paris, parce qu'il y avait moins de bateaux, ou à Venise, ou des endroits comme ça, où chaque jour, il y a des centaines et des milliers de bateaux qui passent. Puis là, ça permettait de retrouver, tu sais, d'avoir moins de pollution, d'essence, de déchets. On attendait les oiseaux en ville, puis on n'entendait plus les oiseaux en ville, mais tu sais, il y a eu vraiment quelque chose. Si le matin, l'humain disparaît, tout va se réparer par eux-mêmes. Quand on lui donne une chance, la nature est vraiment capable de revenir. Tu sais, la résilience de la nature, là, tu sais, c'est la même résilience qui est étudiée en médecine quand, mettons, tu as quelqu'un qui a le cancer. Tu sais, ils sont capables de calculer la capacité de revenir à un état normal après avoir mangé un gros coup. Bien, on étudie ça aussi pour les écosystèmes marins, puis on se rend compte que quand on leur donne une chance à ces écosystèmes-là, sont capables de revenir. Un récif corallien, là, ça prend entre 5 et 10 000 ans se construire, mais mettons qu'il y en a une partie qui est détruite, ou le blanchiment là, des récifs coralliens qui arrivent un peu partout, bien, ça prend à peu près 5 à 10 ans à se remettre de ça. Donc, tu sais, la structure au complet, ça prend des milliers d'années à se former, mais quand il y en a des petits bouts qui partent, il y a moyen de... Tu sais, c'est capable de revenir, là. Fait qu'à moins de tout éradiquer, il y a encore de l'espoir, mais pour être capable d'entretenir cet espoir-là, moi, je pense que c'est important d'aller le voir. Parce que, comme Cousteau disait, il faut aimer... Tu sais, il faut comme créer ces histoires d'amour-là. Puis plus on va le voir, donc plus on dépense d'argent pour faire de la plongée, plus... les centres de plongée vont créer des projets pour conserver leur site de plongée parce ils font plus d'argent, ils ont peut-être plus d'argent à mettre dans des projets de conservation, ça attire plus de monde, fait que c'est comme, ça fait tourner la roue d'une façon à conserver, j'imagine. Oui, puis de faire du tourisme intelligent, puis d'aller voir ou de chercher ces compagnies-là qui vont être capables d'offrir quelque chose de... plus durable ou de plus éco-friendly, là. Tu sais, il y en a de plus en plus des compagnies qui se forcent pour faire vraiment un programme de conservation, ou pour chaque plongée, ils vont investir sur des projets de recherche, ou juste qu'ils vont comme s'assurer qu'ils ont une approche vraiment très, très soucieuse de l'environnement. Puis, de choisir ces compagnies-là, il y en a de plus en plus, fait que c'est facile d'avoir du choix là-dedans, puis ça coûte pas plus cher, là, mais d'encourager la survie de celles-là au détriment de celles qui font n'importe quoi, ben à un moment donné, ça va comme faire comme la sélection naturelle, puis les autres vont comme partir du décor, là. Fait qu'on peut avoir un impact dans le choix qu'on fait des centres de plongée avec lesquels on décide de plonger. Oui, puis il y a plein de compagnies qui font des choses extraordinaires. Puis quand c'est le cas, ben allez-y, là, les yeux fermés, là. Non, il faut garder les yeux ouverts parce qu'il faut voir ce qu'il y a sous l'eau. Fait que Raja Ampat, la Grande Barrière de Corail en Australie, est-ce que tu en as chez nous. Chez nous. Ouais, chez nous. Oui, okay. Vraiment. Mais puis des régions, parce que là, tu sais ça, tu disais...
Ben, ne serait-ce que tu disais au début, avoir plus plongé dans les lacs de l'Abitibi. Ben, les lacs de l'Abitibi, je vous dirais que peut-être pas tant. Désolée pour les gens de l'Abitibi. Pour nos cartes, mais pas pour on oublie ça. Mais il y a de la plongée en lac qui est super intéressante à faire. Mais moi, j'en ai pas fait beaucoup autrement que pour mon travail. Mais je sais qu'il y a des plongeurs qui me diraient, genre, ah oui, tel lac au Québec, c'est super beau à voir. Mais sinon, tu sais, en plongée marine, là, on a des super écosystèmes ici, dans la région de Charlevoix, autour de l'île Bonaventure, en Gaspésie, à Percé, aux îles de la Madeleine. Il y a vraiment des belles affaires à voir. C'est à Côte-Nord, toute la Côte-Nord, là, Anticosti, puis tout jusqu'à Havre-Saint-Pierre, là, c'est magnifique, mais ça prend des certifications spéciales pour plonger dans le Saint-Laurent. Puis, ça prend aussi un petit peu plus de courage pour supporter la température. Spécial comment, les certifications? Bien, il y a un permis de plonger au Québec pour plonger dans le Saint-Laurent parce qu'il y a des conditions quand même assez particulières. C'est froid, il y a des courants. Donc, en plus de ta certification de plongée là, que tu utilises à l'international, ici, ça prend aussi un permis de plus qui est émis par, je pense que c'est la Fédération des activités subaquatiques du Québec. Québec subaquatique, oui. Je savais pas. Donc, c'est important de faire les recherches, les gens qui voudraient être courageux. Mais de toute façon, quand on va plonger, n'importe où ils louent de l'équipement, ils peuvent nous informer sur ces règlements-là là, pour la plongée au Québec. Mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine de faire de la plongée au Québec. Là. Mais tu sais, avec toutes les wetsuits, j'imagine que t'es correct une fois que t'es... Tu sais, parce que le wetsuit, c'est juste la première minute où l'eau rentre dans ton suit, puis après ça se réchauffe avec la chaleur de ton corps. Fait que c'est comme juste te froid pendant 1 minute, c'est tout. Oui, moi, quand j'ai suivi mes cours de plongée, l'instructeur, c'était un vieux militaire là, de l'armée américaine. Puis lui, il disait « Real divers dive wet ». Puis il disait « Non, tu vas pas prendre un dry suit. Là. Si tu veux plonger, même si l'eau est froide, tu prends ton wetsuit, ça va être froid 2 minutes. » Puis moi, j'ai toujours plongé en wetsuit. J'ai jamais essayé un dry suit, mais j'ai toujours plongé comme là où l'eau était plus ou moins tiède, chaude. Là. Mais la majorité des gens ici au Québec, tu peux louer un dry suit puis plonger avec un dry suit. Là. Puis ça, c'est vraiment... C'est le confort total. Ouais. T'es pas mouillé. Puis c'est une bonne solution. Ben oui. Oui. Ça prend... C'est un peu plus technique là, de gérer l'air dans un dry versus la veste de compensation, mais dry ou wet, là, ça, c'est comme tout un grand débat de société. Mais moi, j'ai Parmi les plongeurs, t'es-tu dry ou t'es-tu wet? Ouais, comme c'est une question de poser. Mais moi, j'ai toujours plongé en wetsuit, puis c'est ça. C'est froid à 2 minutes, là, puis après ça, tu t'en rends plus compte. Okay. Mais tu sais pas parce que t'es gelé raide, là. C'est juste parce que ton corps va réchauffer l'eau. Oui, c'est ça. Exact. Je sais pas si tu savais, Charlie. Non, mais là, je sais. Du wetsuit. Oui. Dry puis wet? Ben, tu sais, le wet, c'est ça. C'est l'eau passe, mais pas... Ça réchauffe avec ton corps, fait qu'après ça, c'est plus froid, tu sais, au fond. Oui. C'est pas correct. Fait que ben, moi, si j'avais à plonger, je pense que je prendrais ça. Je sais pas. J'aimerais qu'on parle des requins. Oui. Parce que, tu sais, ceux qui plongent, on apprend à ne plus avoir peur des requins, puis à aimer les requins, puis à vouloir les observer, puis même aller à la rencontre de requins. Tu sais, une fois que tu plonges, comme on développe ça, cet intérêt-là envers les requins, puis comme... Mais pour ceux qui sont pas encore rendus là, tu sais, il y en a encore qui ont très peur des requins, qui pensent avec ou sans raison que c'est dangereux. Je pense que Charlie te sûrement... Te connaissant, t'as sûrement un peu peur des requins, non? Oui puis non, ouais, je pense. Mais tu sais, j'aurais l'occasion de plonger avec des requins, ça m'empêcherait pas. J'irais, là, tu sais, c'est... Ouais? Puis je sais, en fait, c'est une crainte... Oui puis non, parce que dans le sens où je le sais que, comme tu dis, on a tous vu les films de requins. On le sait que c'est à cause de ça qu'on a peur. Si ces films-là avaient jamais été faits, on n'aurait probablement jamais amplifié le mythe du requin blanc. Tu sais, tantôt, tu parlais de Scott, là, le requin qui est actuellement dans le golfe. Je veux dire, c'est sûr que c'est imposant, puis si je le gosse, il va peut-être me mordre. Ouais, mais dans le sens où je sais, puis je sais que c'est pas vrai qu'ils mangent les humains. Tu sais, il y a des exceptions, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent, l'affaire avec les requins, c'est que non, ça fait pas partie de leur alimentation de manger des humains. Fait que, cool. Quand ils croquent des gens, c'est des erreurs, souvent. Souvent, c'est dans des contextes où ils sont en situation d'alimentation, puis on peut ressembler à quelque chose, mais ils vont pas
manger des humains. Ils vont croquer des humains. C'est juste que nous, on n'est comme pas équipés pour survivre à ça. C'est vraiment ça. Ben, tu sais, comme en Australie ou bien ailleurs dans le monde, les surfeurs. Exact. Ouais. Mais dans le golfe, ici, c'est sûr qu'ils viennent dans le golfe pour manger des phoques. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée d'aller se baigner dans une échouerie de phoques au large des îles de la Madeleine au mois de septembre. Parce c'est ça. que, Tu veux juste pas te baigner là où il y a à côté des phoques. À côté être intelligent. Mais je veux dire, l'humain, ça fait pas partie. C'est pas une espèce qui est ciblée par les requins. Puis je vous dirais qu'en règle générale, un requin, c'est plus méfiant. Moi, je travaille avec des gens qui courent après les requins pour les étudier. Donc, quand ils voient des requins, ils se sauvent pas, ils partent vers les requins. Puis les requins ont très, très peur des humains, puis sont très méfiants. D'habitude, ils vont pas venir sur toi comme, par exemple, un phoque là, qui peut être curieux. Ouais. Puis les phoques, d'ailleurs, quand tu es en plongée, souvent, la pièce qui est comme métallique sur le détendeur qu'on a dans la face, souvent, ça fait comme une espèce de petit reflet. Puis moi, j'ai déjà vu des phoques super curieux qui t'arrivaient en pleine face parce qu'ils voyaient le brillant, puis ils se demandaient c'était quoi. Puis là, face à face avec un phoque. Ça, c'est trop cute, mais en même temps, tu dois faire le saut. Ben, tu fais le saut, mais un requin ne fera jamais ça. Ouais. Un requin va comme faire une erreur sur la personne, mettons qu'il est en train de s'alimenter, puis qu'il pense qu'il est il est sur un phoque, par exemple, puis c'est pas ça du tout. Mais ils vont pas pourchasser des humains là, pour les bouffer. Mais ceci étant dit, ça reste des animaux sauvages. Puis les endroits où on peut aller plonger avec, souvent, c'est des sorties qui sont comme organisées avec des espèces qui sont connus pour visiter ou pour passer à un certain endroit. Ouais, puis, eux, les requins à ces endroits-là sont habitués, des plongeurs sont habitués. Oui, puis ils viennent souvent, tu sais, les plongeurs sont installés à un certain endroit, puis là, les requins vont venir. Il n'y a pas une compagnie de plongée qui va dire on part à la course après les requins. Là, souvent, tu te poses à quelque part, puis là, t'attends, puis les requins vont venir, puis tu peux comme continuer de nager ou de faire ton chemin, mais tu as des requins autour de toi. Mais tu sais, ça sera jamais dans des endroits des sites d'alimentation. Oui, c'est ça. Ça va pas arriver, là, la plongée avec les requins dans ce contexte-là, mettons, où il y a toutes les phoques aux îles de la Madeleine. Là, c'est sûr que ça serait pas... Ça serait dangereux. Ça serait pas un super modèle d'affaires. Mais non! on peut aller les un voir bon scénario de film, par ouais. exemple. Mais sinon, aller voir, encore une fois, c'est aller à la rencontre de ces espèces-là, ça nous permet de mieux les connaître. Puis, tu sais, l'indifférence ou l'apathie, quand t'es pas en lien ou en connexion avec quelque chose, c'est bien plus facile d'en avoir peur. C'est vrai pour les humains aussi. Quand tu connais pas quelqu'un, tu te méfies, mais quand tu apprends à connaître la personne, tu fais comme, finalement, elle a l'air bizarre, mais elle est tellement cool, cette fille-là. Tu sais, comme, ça se peut, ça, dans la vie aussi. Ouais. Là. C'est un peu les mêmes réflexes là, avec les animaux. Quand on apprend à les connaître, on a moins peur, là. Les requins, sont-ils particulièrement en danger, en général? En voie d'extinction? Il y a beaucoup d'espèces de requins qui sont en voie d'extinction. Le requin blanc, c'est une espèce qui est listée là, sur la liste. Qui est le plus gros? Qui est le plus gros si on ne considère pas le requin-baleine, c'est ça? Oui, bien, le requin-baleine et puis le requin pèlerin, c'est des requins qui sont très, très grands, mais ils n'ont pas de dents dans la bouche. Oui, c'est ça. Le plus gros requin avec des dents, c'est le requin blanc. Ouais. Ils n'ont pas de dents. Ben oui, ils filtrent. Une baleine, les baleines non plus. OK. Ben, ils ont une grande bouche creuse, puis ils vont nager la bouche ouverte, puis ils vont rentrer comme Pinocchio. C'est ça qui est arrivé. Ben, c'est ça. Puis c'est ça. Puis ils vont rentrer la bouffe dans leur... tu sais, ils mangent du plancton puis des petites affaires. C'est pas des requins qui vont comme chasser des poissons. Puis eux autres, ils mangent comme plus passivement. Là. Ils se promènent la bouche ouverte puis la bouffe rentre. Un peu comme des baleines. Ben, un peu aussi comme un orque. Un orque. Oui, ben les orques, c'est assez... C'est plus agressif. Oui, qui ont des dents, là. Ça chasse. OK. Ouais. Comme un requin blanc. Fait que le requin blanc chasse, mais pas l'humain. Oui, exact. C'est des erreurs sur la personne. Mais oui, il y a beaucoup de requins qui sont en voie de disparition parce qu'on en a tué beaucoup après le film Jaws. On pensait que tous les requins, c'était des monstres épouvantables, il fallait tous les abattre. Puis aussi parce que, bon, il y a des pratiques culturelles dans certaines régions du monde, comme en Asie, où la soupe d'ailerons de requin, avoir des ailerons de requin. Ça, la fameuse soupe, là. Ça existe encore, ça? Ça existe encore, puis ça fait en sorte qu'il y a à peu près 100 millions de requins qui sont tués chaque année. Fait que
peut-être. 100 millions. Puis ça, c'est peu importe la sorte de requin. Oui, peu importe l'espèce. La soupe, elle se fait avec n'importe quel. Ben, je sais pas s'ils ciblent certaines espèces plus que d'autres, millions. mais tu sais, quand on dit les requins au-dessus du monde, il y a peut-être à peu près 10 personnes par année qui vont mourir d'une attaque de requin ou d'un accident non ciblé, puis pendant ce temps-là, nous, les humains, on en tue 100 millions. Fait que, tu sais, je sais pas c'est qui est plus dangereux que l'autre. C'est fou, 100 vraiment millions en par extinction. année. Ouais. Mais là, c'est sûr qu'ils sont en extinction si on en tue 100 millions par année. Oui, puis tu sais, en plus, c'est pas comme, mettons qu'on tue un chevreuil ou un orignal ou un phoque. Ben, on va le tuer, puis on va utiliser le plus possible de tout l'animal pour pouvoir se nourrir avec ça, puis tout. Mais là, la soupe d'aileron, là, ils prennent l'aileron, le requin meurt au bout de son sang, ils coulent au fond, ils prennent pas le requin, là, ils prennent juste l'aileron. Ils n'utilisent pas le reste du requin? Ben, parce que c'est l'aileron. C'est là, c'est dans l'aileron qu'il y a comme les propriétés, puis tout, puis ils n'ont pas la place sur les bateaux, je pense, pour stocker des requins, parce que ça prend beaucoup de place. Okay. C'est que les ailerons, puis c'est vraiment d'un point de vue culturel. Mais, tu sais, j'ai un collègue à moi qui est le plus grand expert de requins au Québec, qui s'appelle Jeffrey Galland. Puis il me disait à un moment donné, tu sais, culturellement, là, on est capable je comprends qu'il y a comme tout un volet culturel dans les mariages chinois, par exemple. Ben, tu sais, la soupe de requin, c'est une tradition, puis c'est un symbole de richesse, puis de bonheur, puis tout ça. Mais on a adapté des traditions comme ça aussi ici. Tu sais, la tourtière, avant, ça se faisait avec un oiseau qui s'appelle la tourte, qu'on a complètement éradiqué. Ça n'existe plus, cet oiseau-là. Mais on continue de faire de la tourtière, puis ça continue de faire partie de notre culture, mais on fait ça avec d'autres choses, puis on n'a pas perdu notre culture. Oui, sauf que il y a un certain temps, comme on ferait plus ça maintenant. Oui, mais on peut adapter la culture asiatique pour la soupe d'aileron, puis la faire avec d'autres choses, puis garder la tradition autrement quand tu tues des requins. Je pense que, tu sais, il ne faut pas nécessairement frapper sur les cultures, les autres cultures, parce qu'il y a des raisons traditionnelles pour faire ça, mais dans la vie, on vit sur une planète, puis on peut s'adapter aussi sans perdre notre culture. Oui, non, mais tout à fait. Oui, c'est ça. Mais comme on peut pas... Il y a personne qui pourrait comme les arrêter. Interdire la soupe. Il y en a qui ont essayé, puis mais même ici au Québec, on est capable d'avoir des ailerons de requin quand on va dans certains marchés, à certains endroits, il y en a. Donc c'est super dur d'arrêter ça. C'est un peu comme au noir ou illégal, où ça va pas être vendu comme étant ça, mais dans le fond c'est ça. Puis c'est très très difficile de protéger ces espèces-là parce que souvent, ils sont perçus comme les méchants. Donc, protéger des baleines, c'est facile. Il n'y a personne qui va se lever là, debout puis qui vont dire genre « Ah non, les baleines, ça vaut pas la peine, c'est beau, des baleines, tout le monde veut protéger ça. » Les requins, ils ont vraiment la vie plus difficile parce que souvent, ils passent pour des méchants, les gens en ont peur. Fait que la majorité des gens vont se dire genre « Ah oui, mais c'est pas grave si on en tue. Moi, je m'en fous là, qu'il y ait moins de requins sur la planète. C'est bien trop dangereux, des requins. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire sur cette espèce-là parce qu'on la connaît mal, puis on la comprend mal, puis ça fait en sorte qu'il y a encore beaucoup d'affaires. Tu sais, comme il y a plus de chasse à la baleine autant qu'avant. Tu sais, envers les baleines, il y a plein d'affaires qu'on a faites, puis les gens comprennent pourquoi on fait ça. Les requins, on n'est pas là encore. C'est vrai qu'avant, on faisait le rouge à lèvres avec de la graisse de baleine? Oui, on faisait plein de choses avec... T'en connais des choses, Charlie, sur tous les produits, les Mais là, on le fait plus. C'est vrai qu'on le fait plus. C'est vrai qu'on le fait plus. Non, on ne peut plus chasser les baleines. La majorité des pays du monde ne chassent plus les baleines, mais dans le temps où on faisait la chasse, les baleines, ils ont une grosse couche de graisse. Fait que cette graisse-là, elle était utilisée pour les lampes à l'huile pour éclairer les rues. Les baleines ont éclairé les rues en Amérique du Nord. Oui, mais ça a éclairé les rues de l'Amérique du Nord pendant plusieurs années, la graisse de baleine. Après ça, avec leurs fanons, les espèces de filtres qu'ils ont dans la bouche à la place des dents, on faisait des corsets. Tu sais, on appelle ça des baleines de corsets. Ben, tu sais, toutes les bords là, sur les corsets, c'était fait avec des fanons de baleine. Ben, voyons. Et pareil, solide. Oui, puis tu sais, c'est comme une espèce de plastique à une époque où les plastiques n'existaient pas. Mais tu sais, c'est solide puis flexible. Fait qu'on faisait ça, les corsets pour les femmes, on faisait ça avec ça. Les parapluies aussi, l'espèce d'arche du parapluie avec ça. Fait qu'eux, au moins, dans le sens où on les utilisait à leur pleine capacité. Ouais. Dans le temps qu'ils chassaient pas. Je suis pas en train de dire qu'il faut le faire, mais
au moins, il y avait ça. Oui, ben oui, c'est ça. Puis là, l'affaire avec les ailerons de requin, c'est que là, c'est... Oui, on aurait vraiment des adaptations à faire, c'est la méthode, là, mettons. Ouais. Mais les communautés autochtones, je pense qu'ils ont le droit de tuer une baleine par année, c'est ce que j'ai entendu dire. Puis ils l'utilisent au complet. Oui. Là, puis c'est pour toute la communauté. Oui, ben... c'est aussi... ça fait partie de leur tradition exact. Et tout. Mais tu sais, je pense que, bon, une baleine pour toute la communauté pour une année, je pense que c'est correct. Ben, correct. Oui, puis c'est des chasses qui sont contrôlées, comme on le ferait pour l'orignal ou le chevreuil, sur des espèces, des populations qui sont pas en voie de disparition. Tu sais, comme par exemple, il y a des communautés dans le Nunavik puis dans le Nunavut qui ont le droit de chasser le beluga, mais c'est pas le beluga du Saint-Laurent. La population qui s'appelle beluga du Saint-Laurent, nous autres, on pense au beluga, puis c'est l'espèce en voie de disparition, puis c'est vrai que le beluga du Saint-Laurent est en voie de disparition. Les belugas dans le nord, dans l'Arctique, bon, il n'y en a pas des tonnes, mais ils ne sont pas en voie de disparition. Puis, on est capable de gérer une chasse de façon intelligente pour une chasse pour la tradition autochtone. Donc, c'est pas fait n'importe comment. Puis, c'est fait... les Autochtones, de toute façon, dans tous les projets où j'ai été impliquée avec des Autochtones, ils ont une sagesse puis une espèce de bienveillance, respect de la nature. Oui, donc, quand ils vont abattre un animal, que ce soit un orignal ou un beluga, ben il y a comme toute une cérémonie autour de ça, puis ils vont utiliser l'animal au complet. Ils ne vont pas tuer des animaux pour le fun, non, parce qu'ils ont vraiment compris leur place dans l'écosystème. Puis, moi, je trouve qu'on a tellement à apprendre des peuples autochtones là, sur cette espèce de sagesse environnementale. Là. On essaye maintenant de faire des cours sur l'environnement puis des politiques sur l'environnement. Tournez-vous vers les Autochtones. Ça fait des centaines d'années qu'ils ont compris comment ça marchait. Oui, puis ils ont encore cette sagesse-là puis ces connaissances-là comme ils ont gardé, tu sais. Oui, puis il ne faut pas que ça se perde. Puis je pense qu'il y a beaucoup de travail à l'heure actuelle qui est fait sur, en anglais, on appelle ça le Traditional Ecological Knowledge, le savoir écologique des nations un peu partout au pays. C'est tellement précieux, c'est une richesse qu'on a. Puis il y a des chercheurs à l'heure actuelle qui essayent de récupérer ça pour être sûr que ça ne se perde pas. Tout le savoir traditionnel autochtone, la façon de faire certaines choses, la façon de gérer la chasse au saumon, quand est-ce qu'on commence, pourquoi, puis comment on utilise la nature pour avoir des signes. Ça, c'est de la sagesse puis des connaissances qui sont très précieuses puis différentes de ce qu'on... C'est sûr que c'est pas les connaissances que tu apprends quand tu fais ton doctorat à l'université, mais c'est tellement précieux. Puis c'est vrai pour les gens qui vivent dans la mer aussi. Les gens de la mer, là, c'est pas tous des doctorats comme moi qui ont fait des grandes études, mais c'est des gens qui connaissent l'océan. Puis maintenant, on est dans une époque où il y a beaucoup de... On est dans l'urgence, là, l'urgence climatique, l'urgence des espèces qui disparaissent. On n'a pas le luxe de se passer de ce savoir-là. Fait que moi, j'essaie vraiment de travailler avec des gens qui n'ont pas nécessairement des gros diplômes universitaires, mais qui connaissent la mer. Oui, puis avant, c'était pas valorisé tellement, ça. Fallait tout le temps... Les seuls qui avaient le droit d'avoir des solutions ou des bonnes idées, on dirait que c'est ceux qui sortaient des universités, mais non. Il y a des gens sur le terrain qui ont un savoir qui est très, très, très précieux, puis on n'a pas le luxe là, de dire, genre, ah non, il y a juste tel type de savoir qui est valable. Oui, c'est vrai. Puis qu'est-ce qui va arriver s'il n'y a plus de requins? Bien, ça, là, c'est une super bonne question parce que les grands prédateurs en général, les requins, les grandes baleines, bien, ça a un rôle on les appelle souvent les ingénieurs de l'écosystème où ils apportent une structure. Quand ils sont là dans l'écosystème, ils vont manger les animaux les plus faibles, ils vont s'assurer que certains animaux partent pas comme en explosion démographique, là, où il y en a trop. Donc, ils vont vraiment assurer un contrôle sur les populations en éliminant les malades, les plus faibles, puis tout ça. Donc, s'il n'y a plus ces grandes espèces-là, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les écosystèmes sont plus fragiles. Quand il n'y a plus les requins, par exemple, dans l'écosystème, ou quand il n'y a plus les baleines, bien, les écosystèmes sont plus fragiles qu'avant. Dans le Pacifique, ils ont même fait une étude à un moment donné où,
quand il n'y avait plus les requins, ben là, il y avait plus d'une certaine sorte de poissons qui, eux, mangeaient des poissons perroquets. Puis les poissons perroquets, ben c'est des poissons qui mangent toutes les petites algues sur les récifs coralliens. Mais quand ils mangent les algues, ça empêche aux algues de trop pousser. Quand il y a trop d'algues sur un récif corallien, ça pousse par-dessus les coraux puis ça étouffe les récifs coralliens. Puis les récifs coralliens, ben c'est l'habitat de plein d'autres poissons. Fait que, tu sais, quand tu as un beau récif corallien, tu as plein d'espèces qui dépendent de ça. Fait que là, on appelle ça un effet de cascade, là, mais si tu n'as plus les requins, tu as plus de ces poissons-là parce qu'ils n'ont plus de prédateurs. Puis là, eux autres, ils vont tous manger les poissons perroquets. Puis là, s'il n'y a plus de poissons perroquets, ben il n'y a plus rien pour manger les algues. Les algues embarquent par-dessus les coraux. Le récif meurt. Juste parce que le requin n'est plus là. Mais c'est toute une question de domino. Les requins, c'est tellement important. Oui, puis toutes les espèces ont leur place comme ça dans l'écosystème. Puis quand on s'amuse à regarder qu'est-ce qui se passerait si on les perd, bien souvent, ça fait des effets dominos comme ça qui sont épouvantables parce que la fin du domino, c'est un écosystème duquel dépend des centaines d'espèces de poissons différentes. Puis souvent, des poissons, ça n'arrête pas juste là parce que c'est des poissons souvent qui sont super importants pour les pêcheurs locaux. Fait que là, c'est les humains puis les communautés côtières qui sont affectées aussi, juste à cause du requin. Mais souvent, le requin, on le voit comme le pas bon, mais tu sais, on se rend compte que finalement, c'est important qu'il soit là. Tout ça, c'est de la faute à Steven Spielberg. C'est lui qui est derrière C'est Jaws. sa faute. C'est sa faute. Mais je terminerais peut-être là-dessus. Ça fait 1 heure qu'on jase. Conclusion, c'est la faute à Steven Oui, Spielberg. moi, ce que je voulais terminer, c'est, tu l'as dit un petit peu, mais à court terme, individuellement, comment quelqu'un peut protéger, peut collaborer au changement climatique, mais plus précisément les océans, parce que c'est ça ton domaine d'expertise. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous autres? Tout ce qui est plastique à usage unique, il y a vraiment moyen de revoir l'utilisation qu'on fait dans notre vie quotidienne. Puis ça a un gros impact sur les océans parce qu'on en balance l'équivalent d'un camion à ordures à chaque minute du plastique dans l'eau. Fait que ça, il y a vraiment du travail à faire de ce côté-là. Mais sinon, là, je vous dirais, prenez le temps d'aller voir la mer. En bateau, en kayak, en plongée, mais quand on voit à quel point c'est beau, c'est tellement facile après de vouloir faire une différence. Fait que ça, c'est d'en parler autour de nous aussi. Oui, puis ça fait du bien. Ouais. Amenez vos amis voir la mer. Ouais, c'est mon meilleur conseil. Ouais. Merci. Merci énormément pour ton partage. Ça me fait plaisir. Tes connaissances. Puis est-ce que les gens peuvent te suivre, suivre ton travail professionnel quelque part? Oui, les gens peuvent me suivre sur Twitter, Instagram. J'ai une page Facebook qui s'appelle Lynn Morissette Science. Puis j'ai un balado aussi qui parle d'océan. Oui. Qui s'appelle Balado. Balado. On peut le trouver sur toutes les plateformes. Oui, toutes les plateformes aussi. Ouais, on va mettre les liens dans la description. On va mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Génial. Merci. Vraiment, on a appris plein de choses aujourd'hui, Lynn. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Fait que nous, on s'en va dans Patreon, guys, puis on va parler des certifications, justement, de plongée. Si tu nous écoutes, puis ça t'intéresse de faire de la plongée sous-marine dans tes prochains voyages, puis tu te poses la question, OK, comment ça marche avec le cours certification? On s'en va parler de ça. Puis on va en parler avec ma propre expérience. Je vais te conter des anecdotes aussi qui se sont passées sous l'eau, là. Des petites histoires que je vais partager avec toi. Fait que c'est l'escale présentée par notre partenaire Yulgo. C'est eux qui nous permettent de faire l'escale sur Patreon. Donc, on t'avait dit quelque chose à rajouter? On s'en va là maintenant. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se retrouve dans 2 semaines. Le lien pour s'abonner au Patreon, si t'es pas déjà abonné, se trouve dans la description de l'épisode. Puis il y a 3 niveaux. Fait que tu peux cliquer sur le lien, tu vas voir qu'est-ce que les 3 niveaux incluent. Puis tu peux choisir celui que tu préfères pour quelques dollars par mois.